part de quasiment rien et en 8 ans, on fait à peu près 350 millions. C'était pas dans mes plans d'être directeur général international du groupe OSI. Les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes quand ils sont responsables. Le monde est plein d'opportunités pour ceux qui savent écouter, ouvrir les yeux, et c'est comme ça que les choses se sont passées pour moi. Bienvenue sur All You Need to Lead, le podcast des professionnels qui veulent une carrière épanouissante. Je suis Jafar Tabi, coach, cadre dirigeant, et j'invite des leaders inspirants qui nous partagent leurs expériences pour propulser votre carrière et être plus heureux au travail. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Jérôme Gontard, le directeur général de Randstad Digital Europe. À 28 ans, Jérôme avait déjà atteint son objectif de fin de carrière. Et c'est là que tout a commencé. Ensemble, nous discutons des clés de son ascension jusqu'au poste de PDG. Nous discuterons aussi entrepreneuriat et leadership. Bonne écoute. Bonjour Jérôme, content de t'avoir avec moi. Tu as une expérience très riche en direction générale, mais tu as un parcours assez surprenant puisque tu as mélangé entrepreneuriat, salariat et puis quelque chose peut-être au milieu. Si ça te va, je te propose de te présenter en quelques mots. Je m'appelle Jérôme Gontard, j'ai 54 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, je suis grand-père d'un petit Basile qui a 8 mois. Ça, c'est pour le côté plutôt perso. Sur l'aspect professionnel, évidemment, donc je suis actuellement CEO de Randstad Digital Europe, et auparavant, j'étais directeur général du groupe OSI. Voilà, en quelques chiffres, j'ai managé plus de 8000 personnes dans le monde, pour donner une petite idée de la volumétrie, sur 3 continents. Et depuis plus de 25 ans maintenant, spécialisé dans le conseil en technologie dans le domaine de l'IT et de l'ingénierie. Tu as une grande expérience, mais si tu devais extraire quelques jalons clés qui ont fait la personne que tu es devenue, d'un point de vue professionnel au moins, est-ce que tu en as quelques-uns à partager? Tout commence par le début. Et en fait, en 96-97, j'ai démarré chez Thales. À l'époque, c'était Thomson CSF pour les plus anciens d'entre nous. Je suis rentré chez Thales, chez Thomson CSF, pour vendre des produits très techniques, des oscillateurs de fréquences, des sources radiofréquences à base de quartz, pour l'industrie de l'armement. Et en fait, un peu comme Monsieur Jourdain, j'ai fait du service sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que j'ai commencé par vendre des produits et je me suis rendu compte qu'en écoutant mes clients, ben, je leur ai vendu ce qu'ils attendaient, c'est-à-dire du service autour, de la prestation intellectuelle. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le monde du service en technologie. Donc ça, c'est un moment très important. Donc après Thales, le deuxième moment clé, c'est mon entrée chez OSI, société de taille modeste, très franco-française. Donc évidemment, c'est mon premier jour. Je démarre from scratch, comme on dit, de zéro, avec un objectif qui est qui était mon ambition en fait professionnelle ultime, c'était d'être responsable d'une centaine de personnes. Malheureusement ou heureusement évidemment, mais arrivé très vite. Et donc, depuis, ma vie professionnelle a pris un nouveau temps. Je ne me suis plus vraiment fixé d'objectifs. Euh, Rapidement, j'ai souhaité mettre à profit ma, cette expérience professionnelle très récente dans un projet entrepreneurial. Donc, j'ai monté ma boîte. On y reviendra peut-être un peu plus tard dans ce podcast. Et puis ensuite, un autre moment clé, c'est la création d'un business international. Donc, toujours dans le groupe OSI. Je suis revenu un peu plus tard. Et puis, jusqu'à la prise de responsabilité, direction générale du groupe OSI, puis la direction générale du groupe Randstad Digital en Europe. Voilà les quelques moments clés dans mon parcours. D'accord. Merci beaucoup, Jérôme. Tu arrives, tu rentres chez OSI et tu as ta vision, genre à 64 ans, tu as tout pété et tu es manager de 100 personnes. Malheureusement, entre guillemets pour toi, ça t'arrive beaucoup plus tôt. Déjà, premièrement, comment tu fais pour manager 100 personnes aussi tôt? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses que tu as bien faites qui t'ont permis d'accélérer? Et si oui, lesquelles? Parce que ça peut servir peut-être à d'autres auditrices, auditeurs. En fait, je me suis laissé porter par l'humain. C'est-à-dire que une entreprise de service,
aux entreprises, ben, on ne vend pas des produits, donc on ne vend pas des spécifications mesurables, techniques, mais on est sur effectivement la capacité à entrer en contact avec les gens, à générer de la confiance. Et c'est ça, en fait, qui m'a permis, assez rapidement, je me suis rendu compte que j'étais assez bon là-dedans. En tout cas, j'étais dans ma zone de confort et travailler avec les gens, les recruter, les convaincre de me rejoindre, leur raconter une histoire, les embarquer dans une aventure, c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Et en fait, c'est tout simplement ça qui a fait que c'est parti très vite et que les gens ont coopté d'autres gens et sont venus rejoindre cette aventure. Donc c'est vraiment l'humain, la confiance, la proximité, l'écoute qui a été pour moi le premier facteur vraiment clé de succès. D'accord. D'accord. Donc, avec ces qualités-là, tu arrives finalement assez rapidement à évoluer. Et ce qui est intéressant, c'est que tu dis, j'ai abandonné mes objectifs. Il y a plein de gens qui n'ont pas du tout d'objectifs et qui s'en portent bien. Il y a plein de gens qui n'arrêtent pas d'avoir de nouveaux objectifs et qui s'en portent bien aussi. C'est quoi, qu'est-ce qui t'a amené finalement à laisser tomber tes objectifs en disant, bon, j'arrête et puis maintenant, juste, entre guillemets, je me laisse porter, même si quelque part, tu as continué une croissance assez surprenante. En fait, comme ça marche, tu sais, comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, quand on a une recette qui fonctionne bien, bah, autant continuer à l'utiliser et à l'améliorer, évidemment. Mais je me suis rendu compte, en fait, que se fixer un objectif, alors c'est bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas se fixer d'objectifs, il faut fixer des objectifs. Là où je mettrais un petit point, un petit point danger, c'est sur les plans de carrière. Je pense que se fixer un plan de carrière, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. En tout cas, je parle pour moi. Une fois qu'on a abouti, qu'on pense qu'on a atteint une certaine ambition qui était la nôtre, hein, quelle qu'elle soit, ensuite il faut se laisser porter et plutôt regarder le monde bouger, être attentif aux opportunités, les prendre ou pas d'ailleurs, et ensuite se laisser embarquer. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, une fois que j'ai atteint mon premier objectif, je ne me suis plus fixé d'objectif et j'ai regardé les opportunités. Ça ne veut pas dire être opportuniste, mais ça veut dire se délester d'une charge d'ambition, pas de plan de carrière, se faire plaisir, avancer. Le monde est plein d'opportunités pour ceux qui savent écouter, ouvrir les yeux, et c'est comme ça que les choses se sont passées pour moi. D'accord, bah, super. Euh, Parlons d'opportunités, parce que il y a plein de gens qui ne les voient pas, les opportunités, ou bien qui sont peut-être pas aux bons endroits. Parce que typiquement, quand tu arrives, que tu manages un certain nombre de personnes, ceux qui vont décider peut-être de te promouvoir à un poste donné ne sont pas forcément ton manager direct ou ton fonctionnel, ça peut être quelque part ailleurs. Comment tu fais pour déjà être alerte par rapport aux opportunités et comment tu fais pour être considéré? Est-ce que tu as des recettes ou des astuces ou pas? Je pense qu'il faut, si on veut être remarqué, encore une fois dans le bon sens du terme, si on veut créer de la valeur, Hmm. il faut se différencier, il faut être créatif, il faut avoir des idées, il faut savoir les présenter, les proposer, se faire entendre, pousser, entre guillemets, un peu le talent. C'est-à-dire, faut pas surjouer, mais faut être conscient des qualités qu'on a, les mettre en avant, encore une fois, les faire, le faire savoir et pousser, ne rien lâcher. C'est encore une fois, moi, ce que je retiens de ma vie. C'est-à-dire qu'on ne m'a pas proposé des choses, je suis allé les chercher, en fait. Alors, il faut aller les chercher de manière intelligente, de manière posée, toujours dans l'intérêt de l'entreprise, montrer pourquoi ce que l'on propose, c'est bon pour l'entreprise, c'est bon pour passer la nouvelle étape. Et je pense que c'est une façon d'agir qui est intelligente, qui est gagnant-gagnant. Et voilà, c'est se différencier et puis proposer des solutions innovantes que l'entreprise achète, en fait. Et c'est comme ça que les choses marchent le mieux, en fait. D'accord, super. Merci. C'est super important parce que
on pourrait t'avoir mal compris au départ quand tu dis, voilà, j'ai atteint mon objectif et je me déleste de cette charge ou de cette contrainte d'aller chercher encore plus. Pour autant, ce que je perçois, c'est beaucoup d'énergie et beaucoup de volonté de créer de la valeur. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu n'as plus d'ambition en termes chiffrés de croissance ou de je sais pas quoi, de taille d'équipe, que tu vas pas donner le meilleur de toi-même et tu vas essayer de te différencier. Est-ce que tu pourrais, soit ta propre expérience, soit des belles choses que tu as pu voir, donner des exemples de personnes qui ont su se différencier par une proposition originale, par exemple. Tu parlais de créativité. Est-ce que tu as des exemples ou un exemple à donner? Ouais, je vais prendre l'exemple de la création de mon entreprise. C'est-à-dire qu'à un certain moment donné, j'étais assez jeune. Sur la base de la petite expérience que j'avais, j'ai proposé en fait à mon employeur de quitter l'entreprise pour créer ma propre entreprise. Et l'employeur de l'époque m'a dit, c'est une excellente décision, faisons-le ensemble. Donc j'ai créé ma boîte en étant actionnaire de ma boîte, mais en ayant un partenaire important. Et l'objectif, c'était de créer en fait de la valeur, c'est-à-dire de créer une nouvelle activité dans le domaine de la technologie, de l'engineering, non pas en concurrence directe avec la société dans laquelle j'étais, mais apporter en fait faire pousser une nouvelle branche à cet arbre-là. Et voilà, je prends juste un exemple. On était dans le soft et l'IT et j'ai monté une entreprise dans le domaine de l'ingénierie mécanique. Donc tout ça, c'est cohérent avec ce qu'on faisait ensemble, mais ça crée une valeur supplémentaire. Et voilà, ça c'est un exemple qui me tient à cœur parce que c'est mon exemple et c'est ma vie. Et voilà, et cette expérience a duré 4 ans et a ouvert d'autres portes, d'autres opportunités ensuite pour revenir et faire autre chose en fait dans le groupe. D'accord. Alors, puisque tu parles de cette transition, au moment où tu quittes, donc tu quittes OSI et tu es ton propre salarié ou employé ou ce que tu veux, ou bien tu es, encore, tu as, une ficelle, tu es payé par, tu es détaché, c'est quoi le format de contrat que tu as à ce moment-là? Dans le format de contrat, c'est qu'en fait, je crée une spin-off, donc je sors du groupe, mais l'actionnariat, une partie de l'actionnariat de la société que je crée est OSI, reste OSI, et une part de mon actionnariat. Par contre, je démarre from scratch, je démarre vraiment de zéro, avec le soutien, le back-office en fait d'un groupe. Par contre, toute l'activité business, opérationnel, commercial, de développement, je la redémarre de zéro. D'accord. Donc à ce moment-là, tes revenus sont directement issus des ventes que tu fais, enfin, en gros, est-ce que si tu ne gagnes pas d'argent, tu manges pas, ou est-ce que tu manges quand même? Alors, si je gagne pas d'argent, je mange pas, hein. Non, non, on est dans la création d'entreprises classique. C'est pour ça aussi que j'ai mis du temps, un peu de temps en fait à monter l'entreprise. C'est-à-dire que j'avais 38 ans, j'avais une expérience, je partais pas de rien, j'ai un départ lancé, j'avais un réseau qui me faisait confiance et ce que j'appelle un départ lancé qui m'a permis de démarrer dans les meilleures conditions. Mais dans un environnement et dans des conditions sans filet, comme tout entrepreneur qui démarre sa nouvelle activité. Je pense que tu sais de quoi je parle. Ouais. Alors justement, je discute avec plein de gens dont le rêve, je sais pas si c'est bien, pas bien, peu importe, il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. Dont un des rêves, c'est de se dire, je quitterais bien le salariat pour essayer quelque chose. Et ils sont tous confrontés, parce qu'on est des humains, à la même chose, les chocottes. On a peur parce que quelque part, voilà, tu sautes et tu sais pas si tu vas atterrir, si ton parachute va s'ouvrir, etc. Donc il y a quand même des risques majeurs. Et la peur, comme disait Churchill, la peur, c'est une réaction. Le courage, c'est une décision. Toi, qu'est-ce qui t'a amené à passer de j'ai peur, mais j'y vais quand même? La peur, bon, déjà, il y a l'excitation, hein, enfin, si on monte son entreprise, c'est pas par hasard. C'est-à-dire qu'on en a une envie, c'est quelque chose qu'on a au fond de soi. Donc, je pense il y a la chimie, la biologie, la chimie qui rentre en ligne de compte. Moi, je sais que j'ai toujours voulu ça. Le côté entrepreneur, au fond de moi, je le sais, je le sentais. Donc, la peur, elle est normale. La peur, elle est même
utile, voire nécessaire, parce qu'elle permet de se mettre dans des conditions de pensée, de préparer comme quand on prépare une course ou un événement sportif, ben, on se prépare. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas peur, mais il faut être dans un environnement le plus safe possible. Donc ça veut dire bien se préparer, faire un départ lancé, donc pas partir comme ça sans se poser les bonnes questions, avoir un business plan, euh, toujours anticiper le pire, c'est mieux. Se dire que sur 10 prospects qui vous disent oui, il y en a un en fait qui sera transformé. Et puis partir sur un projet réaliste, avoir un entourage bienveillant, parce que quand on part là-dedans, ben, généralement, moi j'avais 38 ans, j'avais une famille, des enfants, donc quand même des responsabilités. Sur la base d'une expérience réussie, je rappelle juste quand je suis rentré chez Ozzy, j'avais démarré une activité from scratch. Donc, le côté entrepreneurial, je l'avais fait, sauf que j'avais un filet de sécurité. Là, j'ai refait la même chose sans filet de sécurité, mais avec cette Mhm. expérience. Donc voilà, en tout cas, mon expérience, c'est ce retour-là aujourd'hui, ce feedback-là que je pourrais faire. D'accord, super, super, merci. Tu fais 4 ans. Est-ce que tu as des apprentissages particuliers que tu as eus sur ces 4 années que tu n'avais pas lorsque tu étais encore salarié, même si tu avais des initiatives entrepreneuriales déjà à l'époque? Oui, je parlais de sans filet. Donc effectivement, le fait de partir pour le coup dans sa propre entreprise, ben, c'est se mettre à nu, c'est y aller sans filet. Ce que je retiendrai, c'est qu'en fait, il faut avoir un plan A et s'y tenir. Et si possible, pas avoir de plan B. Parce que si on a un plan B, on va tout de suite se dire, OK, le plan A peut échouer. Non, le plan A, c'est celui pour lequel on sent. Donc, il faut vraiment y aller, se mettre en situation de réussir, coûte que coûte, avoir vraiment confiance en soi, faire des choix clairs sur la stratégie, vraiment faire des choix et s'y tenir. C'est vraiment avoir une exigence par rapport à ce pourquoi on décide de le faire, en être vraiment convaincu, et puis s'y tenir. Je pense que ça, c'est très important parce que le plus on sera convaincu, le plus on pourra convaincre l'écosystème dans lequel on rentre. Et puis ensuite, c'est l'humain, c'est la confiance, une forme d'humilité. Voilà, c'est ça que j'ai appris et c'est ce que je conseillerais à chaque entrepreneur de regarder sans filet, pas de plan B, on y va, on y croit, on est clair sur la stratégie, on est simple et on a confiance. D'accord. Comment tu fais pour avoir confiance? T'as ton passé, ok, tu as eu une certaine réussite, mais là, c'est quand même nouveau. La confiance, est-ce que tu as des clés? Je ne suis pas sûr qu'il y en ait des simples à exprimer, mais est-ce que tu as des recos sur la gestion des doutes? Parce qu'à un moment donné, tu as ta stratégie, tu dis, elle est claire, allez, je ne change pas, machin, mais si tu commences à te dire, mince, j'ai testé chez 25 prospects, j'ai zéro réponse favorable, à un moment donné, est-ce que ta confiance en toi, elle n'est pas entamée? Et comment tu fais pour tenir ou garder la foi? Parce que à ce moment-là, c'est de la foi, tu ne sais pas encore si ça va marcher. Non, mais en fait, la confiance, alors c'est une question super difficile, Jafar, mais je vais essayer de répondre le plus sincèrement possible. Bon, la confiance, elle est déjà liée à sa personnalité. Voilà, ça fait partie, c'est ni bien ni mal. Elle est liée effectivement à l'expérience qu'on a, donc on sait que la réussite est possible. Euh, Elle est liée aussi à la capacité qu'on a d'entraîner, d'embarquer des gens, des talents avec soi qui vont être aussi, voire plus importants que soi-même en tant qu'entrepreneur. Donc la confiance, elle est collective. Moi, je n'ai jamais entrepris en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur des activités seul parce que c'est l'entourage, c'est la compétence, c'est la complémentarité, c'est le fait de se dire je suis pas fort partout, par contre, je sais m'entourer de talents qui vont venir compléter en fait mon ou mes propres talents. Donc quand je parle d'humilité, c'est ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul, on gagne jamais un match tout seul, même un match, même un sport individuel, on a un staff, on a des gens autour de nous.
peut-être moins visible, mais c'est comme ça qu'on gagne. Donc, pour moi, c'est un élément clé que, à 54 ans aujourd'hui, je reconnais toujours et qui est super important, c'est l'environnement, c'est les gens avec qui on travaille, la confiance et la complémentarité des talents qui fait la différence. Et tout ça, ça génère de la confiance pour soi-même, et la confiance, quand on l'a pour soi-même, le marché, les clients, les partenaires, notre écosystème, en fait, l'achète, le voit et ça rassure. Hop, super, merci. Donc tu fais ça 4 ans. Et au bout de 4 ans, alors que tu as la liberté quelque part de l'entrepreneur, tu décides de revenir chez Ozzy. Quelles ont été tes pensées à ce moment-là et pourquoi tu as décidé une telle orientation? Alors, deux raisons. La première, une raison plutôt personnelle sur laquelle je vais pas trop m'apesantir, mais j'avais besoin de réaliser, en fait, comme on dit, à ce moment-là. Et puis le deuxième élément, bon, à l'époque, j'avais un mentor avec qui vraiment ça se passait très très bien, qui m'avait mis le pied à l'étrier déjà chez Ozzy, puis provoqué cette entreprise, ce côté entrepreneurial, et avec qui j'avais vraiment de très bons contacts, et on avait une relation de confiance. Et à ce moment-là, le groupe Ozzy devait passer à un nouveau chapitre dans sa vie et créer en fait et développer l'aspect international. La boîte était très franco-française, et, et en fait cette opportunité de revenir dans le groupe pour euh, non plus en tant qu'entrepreneur, mais il y avait quand même cet esprit-là aventurier, de repartir sur une nouvelle vie dans l'entreprise pour recréer une nouvelle histoire. C'est ça en fait qui m'a fait revenir, et Ozzy International à l'époque a démarré, et j'en ai pris la responsabilité. Alors, j'étais responsable de rien au début parce on faisait moins de 10 millions de chiffres d'affaires à l'international en Belgique francophone. Et voilà, c'est ça qui m'a fait vibrer à nouveau pour une nouvelle aventure entrepreneuriale, mais plus intégrée dans le groupe. J'aime bien ce que tu dis, c'est tellement vrai. Tu dis, alors, tu as exagéré un peu, mais j'étais responsable de rien. Et je pense que des fois, on a tendance à être séduit par les chiffres en se disant, tiens, je vais prendre une équipe de 200, de 300, de je sais pas combien de personnes. Toi, tu dis non, je pars, j'ai un terrain vierge, mais parce que je suis entrepreneur et parce que je suis prêt à aller à l'aventure, je vais tirer profit de ça pour grandir et créer de la valeur. Et c'est finalement peut-être ça la clé d'ailleurs après pour la suite. Est-ce que tu veux peut-être déjà en dire un peu plus sur comment tu as fait pour faire grandir Ozzy à l'international, si tu as des expériences à partager là-dessus, et puis ensuite étendre sur les postes d'après. Bien sûr. Alors, bon, à l'époque, l'international, comme je disais, c'était vraiment très réduit, et c'était un international plutôt francophone. On ne peut pas dire que ce soit tout à fait. Premier élément, c'était une nécessité absolue. Donc, le fait d'être poussé par une nécessité absolue, quand même, est un driver de motivation fort. En fait, nos clients, qui sont des clients qui étaient et qui sont toujours des clients grands comptes de l'industrie et des services, euh, continuer à se développer à l'international. Et le fait d'être un très bon fournisseur en France était nécessaire, mais plus suffisant. Donc, il y avait une obligation d'accompagner ces donneurs d'ordre en dehors des frontières. Donc, ça, c'est un élément déclencheur. Et donc, moi, j'ai été très proche de ces clients-là pour comprendre leur stratégie à l'international, qu'est-ce qu'ils attendaient de nous, de calquer en fait la stratégie de développement du groupe par rapport au marché et aux besoins de ses principaux clients. Donc ça a été relativement simple dans l'exécution. Donc la stratégie, c'est une chose, l'exécution en est une autre. Donc dans l'exécution, ça a été d'abord d'identifier les marchés importants sur lesquels on devait se positionner, donc faire des choix, là encore, là où on va et là où on ne va pas, et les assumer. Et là où on va, de se dire, bon, bah, le marché allemand, pour prendre un exemple,
Le marché allemand, ce n'est pas le marché français. Donc, nous, on ne va pas arriver sur le marché allemand en expliquant aux acteurs allemands comment faire sur leur marché. Donc, on a démarré en faisant des acquisitions, plutôt des petites acquisitions pour avoir un pied sur chacun des marchés et ensuite développer de manière organique le business sur ces différents marchés. Donc, la stratégie, c'était clair. Où on va, on achète des sociétés de taille modeste et ensuite on développe ces marchés, ces entreprises dans certains pays clairement ciblés. D'accord, merci. Peut-être petit zoom technique. Tu trouves une boîte, j'invente les chiffres ou tu peux me donner des chiffres différents. Une boîte de 8 personnes qui fait 1 million de chiffre d'affaires, admettons, ou 2 millions de chiffre d'affaires, et tu les rachètes. Déjà, alors là, je reste générique, hein, je ne veux pas d'infos sur ce que vous avez dépensé, mais tu achètes combien une boîte de ce type-là? Comment tu évalues déjà le prix auquel tu pourrais l'acheter? Bon, là, on va rentrer dans. Je ne vais pas rentrer trop dans Ah les non, ou détails comment t'écoutes. Mais non, non, mais en fait, c'est quoi? En fait, tu achètes, l'entreprise, tu prends la photo de l'entreprise et tu lui donnes tu l'évalues. OK? Mais c'est pas ça que tu achètes. En fait, t'achètes le potentiel, t'achètes l'avenir. Donc, tu achètes les gens qui y sont, les contrats avec les clients et la capacité à faire grandir et à intégrer en fait les gens de la société. Tu prends un exemple de 8 personnes. Ces 8 personnes-là, en fait, c'est comment dire, c'est la valeur de l'entreprise. Donc, ça coûte ce que ça coûte au moment de l'achat, mais en fait, le vrai coût, c'est comment est-ce que ces gens-là vont pouvoir s'intégrer et créer de la valeur encore plus en faisant partie d'un groupe plus important. Donc, c'est ça qu'il faut essayer d'évaluer et c'est pas toujours évident parce que bah, il y a les euros d'un côté et puis il y a la promesse de l'autre. Donc, il faut pouvoir concilier les deux à un instant donné, qui est l'instant présent, et qui, donc, c'est faire un pari sur l'avenir. Et il faut trouver le bon montant, en fait, entre la photo d'aujourd'hui et l'espoir de demain. Donc, voilà comment ça se fait. D'accord, ça marche. Merci. Pourquoi je posais la question précisément? Parce que la valeur de la société, c'est les humains et que potentiellement, tu peux racheter tes 8 personnes et ces 8 personnes partent. Donc, j'imagine que tu dois avoir peut-être quelques moyens de sécuriser que tu n'achètes pas à la fin une coquille vide avec juste des contrats et pas les ressources pour les honorer. D'accord. C'est un bon point, Jafar. Donc, ce qu'on fait d'un point de vue très pratique, c'est qu'on identifie en fait les key people, comme on dit, les personnes clés qui vont être les piliers de l'entreprise. Généralement, il y en a quelques-uns, évidemment, et on veut les fidéliser. Donc, on met en place en fait ce qu'on appelle des plans de fidélisation, retention plan. On les intègre dans une forme d'earn-out, c'est-à-dire la, la création de valeur additionnelle qu'ils vont produire sera un élément financier pour eux intéressant et c'est aussi comme ça qu'on les embarque. Super, merci. Merci. Donc, c'est comme ça, donc par plutôt des acquisitions d'abord et ensuite une croissance. Ce qui est super malin parce qu'effectivement, par rapport à je vais vendre une promesse que oui, oui, je vais avoir les ressources en Inde que tu n'as pas encore et puis ensuite te retrouver en stress de commencer à trouver des offices et de recruter des gens, etc. Ça devient compliqué, surtout entre le moment où tu es awardé quand tu as le business et au moment où tu commences, et généralement, il ne se passe pas beaucoup de temps. Donc, tu as peu de marge de manœuvre. Donc, toi, tu dis non, j'ai des acquisitions tactiques et c'est ces acquisitions ensuite que je fais grandir. Super, merci. Absolument. Est-ce que tu as d'autres points à partager sur la partie leadership multiculturel? Parce que tu as été exposé beaucoup à ça. Notamment, je pense à comment on fait pour retenir des gens. Je vois dans certains pays, l'inflation salariale, elle est énorme. N'importe quelle personne, je dirais, brillante, etc., peut aller chercher du 10-20% facilement à l'extérieur. Et toi, tu sais bien que ta valeur, c'est les humains. Comment tu fais pour, voilà, de manière générale, manager des équipes multiculturelles et plus spécifiquement, retenir les talents ou les gens que tu as envie de garder? Merci pour cette excellente question, Jafar. Euh, Effectivement, créer l'international, le business international, quand on est franco-français, pour le dire comme ça, c'est pas forcément évident.
Déjà, il faut faire beaucoup d'efforts. Il faut le vouloir vraiment parce que c'est peut-être un petit peu simpliste ce que je vais dire, mais déjà la communication, c'est plus la même. C'est-à-dire que par définition, quand on travaille dans un pays étranger ou avec des consultants ou des managers étrangers, il faut parler leur langue, ou en tout cas une langue qui n'est pas le français. Il n'y a que les Français qui parlent français globalement, et le reste du monde parle anglais. Donc la communication, l'effort de comprendre, donc une forme d'humilité, d'ouverture très importante pour ne pas arriver en conquérant, mais plutôt avoir une position humble. Alors certes, de donneur d'ordre et de patron, mais aussi suffisamment ouvert intellectuellement et culturellement pour apprendre, pour dire je ne connais pas aussi bien que vous les clés du marché. Hein. On a la voiture, mais je ne vais pas la conduire. C'est vous qui savez conduire la voiture. Donc, ça, c'est extrêmement important parce que, encore une fois, c'est ce qui imprime la première relation, qui est une relation de confiance, qui va être déterminante, en fait, pour construire l'avenir. Donc moi, c'est vraiment là-dessus que j'ai enfin, travaillé, mais aussi de manière assez naturelle, parce que c'est aussi comment dire, ma personnalité en tant que leader, en tant que manager, c'est faire confiance, c'est créer un climat de confiance, c'est mettre les talents au centre du jeu et être là comme un guide, comme un aidant. Plus que comme un patron descendant ou top-down, comme on le dit, mais vraiment de les embarquer dans cette aventure. Et ça, je pense, répond à ta question, c'est-à-dire que comme on est dans un monde de service, c'est les people, les talents en fait qui font tout. Embarquer les talents de cette manière-là fait que ils ont confiance, ils se projettent, euh, ils se lèvent le matin en ayant encore plus faim que peut-être dans la situation dans laquelle ils étaient. On leur crée aussi des opportunités plus internationales. Et c'est ça, pour moi, l'élément clé, l'ingrédient, encore une fois, dans notre business, hein, qui a vraiment fait la différence. Après, il y a un deuxième élément, c'est euh, mettre le nez dans les bouquins et essayer d'apprendre aussi les différences culturelles. Euh, Moi, j'ai travaillé en Suède, j'ai travaillé en Allemagne, j'ai travaillé en Inde, aux États-Unis. Euh, et en France, évidemment. Il faut savoir, il faut connaître la culture, il faut savoir comment réagit un manager ou un consultant suédois. On pense que c'est très proche de nous parce que c'est en Europe, mais c'est extrêmement différent et il faut connaître les codes. Et pareil pour chacun des pays que je viens de citer. Il faut pas uniquement s'arrêter à ce qu'on pense et voit et ressent, mais il faut aller un peu plus loin et donc vraiment mettre le nez dans les bouquins et s'intéresser à la culture de chaque pays est un élément extrêmement important pour la réussite. Top, merci. Donc, si je synthétise, premier, ne pas arriver en conquérant. Ça j'avais entendu, alors tu l'as exprimé de manière très élégante, mais par d'autres personnes aussi. Je crois que c'est Karine Vinardi et Anne Gauthier qui, justement, disaient, voilà, tu peux pas amener une transformation en disant, venez, je vais vous faire la leçon ou la morale, etc. Donc, ça, c'est le premier point, une attitude d'humilité que tu as mentionné à plein d'endroits. Ça, c'est le premier paquet. Le deuxième, c'est la compréhension culturelle et effectivement être capable de décoder les signes peut-être que d'autres te passent et que tu n'as pas capté parce que c'est pas dans les fréquences que tu captes habituellement compte tenu de ta culture ou à l'inverse, ne pas transmettre des signaux sans le vouloir. Top. Comment tu fais? Tu l'as mentionné un petit peu, essayer de leur donner des missions intéressantes, mais pour maintenir les talents chez toi, quels sont tes leviers pour faire en sorte déjà qu'ils aient envie de rester? Tu disais qu'ils aient encore plus faim le lendemain qu'aujourd'hui. Et puis, comment tu fais pour les fidéliser? Alors, les talents dont je parle, c'est en fait les équipes de management des Mhm. différentes entreprises. Peut-être pour redonner un petit zoom, on part de quasiment rien et en 8 ans, on fait à peu près 350 millions de chiffre d'affaires. C'est à peu près 4000 personnes dans une dizaine de pays, encore une fois, sur les trois continents. Donc, moi, mon job, c'est de faire en sorte que l'ossature de ces sociétés-là, les managers, les leaders,
évidemment, soient heureux et continuent en fait à grandir et à générer de la valeur. Ce que j'ai mis en place, pour le dire peut-être un peu simplement, c'est en fait, j'ai créé une plateforme de gouvernance. C'est-à-dire que j'ai fait du cross-management, c'est-à-dire que j'ai créé une sorte d'executive committee international où ces gens-là ne restaient pas dans leur marché uniquement, mais s'interconnectaient avec leurs autres homologues pour regarder comment est-ce qu'ils pourraient déjà apprendre les uns des autres, comment est-ce qu'ils pourraient identifier des opportunités de business additionnelles, comment est-ce que l'union qui fait la force vraiment se voit dans leur quotidien et par là même, en fait, les intégrer dans la construction d'un groupe et en étant eux-mêmes des acteurs majeurs du quotidien de ce changement et de cette croissance. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi en fait vraiment à grandir. Et si ça a été bien cimenté, si cette gouvernance fonctionne bien, ben, le reste suit. Hein, parce que ce sont les ambassadeurs eux-mêmes de leurs consultants, etc., etc. Donc c'est globalement plutôt comme ça que je m'y suis pris et qu'on s'y est pris. Je n'étais évidemment pas tout seul, mais in fine, j'étais le responsable de cette nouvelle organisation. D'accord, super, merci. Donc tu amènes l'organisation de quasiment rien à 350 millions et à un moment donné, tu deviens, cette fois-ci, tu prends la tête de Ozzy. Comment cette transition s'est faite et sur quels critères on a décidé que ce serait toi? Alors là aussi, je vais le redire, et c'est pas de la fausse modestie, c'est que c'était pas dans mes plans. C'était pas dans mes plans d'être directeur général international du groupe OSI, et c'était pas dans mes plans, dans mon ambition personnelle ou professionnelle, d'être le DG du groupe. Évidemment, c'est quelque chose qui m'a plu quand on me l'a proposé, mais en fait, c'est un peu de chance, ou en tout cas une opportunité pour le coup, c'est que ça s'est fait après l'acquisition du groupe OSI par le groupe Randstad premièrement. Et donc, l'acquisition du groupe OSI par le groupe Randstad a généré un certain nombre de mouvements naturels et je dirais une place s'est libérée. Et à partir de là, l'acquéreur a regardé sur le marché et en interne quels étaient ceux ou celles avec qui pouvaient le mieux reprendre en fait l'intégralité du groupe. Donc j'ai été mis en concurrence évidemment avec d'autres et notamment à l'extérieur du groupe. J'ai proposé un plan, hein, j'avais un projet et ce projet-là a suffisamment convaincu à l'époque pour qu'on me laisse la chance et qu'on me dise, OK, prends le groupe, tu le connais bien depuis longtemps, les gens te connaissent, les clients aussi, et tu as l'air plutôt aligné avec notre stratégie, donc faisons ça ensemble. Je rajouterai un élément, ça s'est fait dans une période très particulière, tu t'en souviendras, et je pense que les auditeurs s'en souviennent aussi. Ça s'est fait en fait au printemps 2020, donc en plein Covid. Donc il y avait un élément additionnel de risk management pour l'acquéreur, de plutôt prendre quelqu'un qui connaissait bien le bébé. D'accord. Si je résume peut-être quelques éléments et quelques clés de lecture, ce que je comprends, c'est que tu as été mis en concurrence. On n'a pas dit, OK, c'est toi, machin. Tu as bénéficié d'une opportunité parce qu'à la tête, il y a eu des changements, ce qui arrive assez souvent quand quelqu'un acquiert une autre société, parce qu'il peut y avoir des misfits ou des misalignments, ou bien on veut changer de direction et la personne qui a tenu le bateau jusqu'ici ben, n'est peut-être pas la meilleure pour. Voilà, donc ça, c'est le premier point en termes de contexte. Ensuite, tu dis, j'ai certainement démontré par mes résultats passés que j'étais crédible. Deux, j'ai bâti un plan, donc tu as dû travailler pour te dire, OK, qu'est-ce que je veux faire si jamais je devais prendre le job, comment j'amènerais cette société à quelque chose de suffisamment séduisant. Et ça, pour toutes les personnes qui passent des entretiens, notamment pour des postes assez seniors, projetez-vous et essayez de vous imaginer ce que vous pourriez amener en termes de valeur et comment vous pourriez amener l'entité que vous voudriez diriger vers quelque chose. Et si vous faites bien ce travail-là, vous êtes beaucoup plus crédible. Ça, c'était le deuxième aspect. Le troisième, tu dis, c'est quand même l'alignement avec la stratégie de Randstad et t'assurer effectivement que
que ce que tu dis est cohérent avec les valeurs, la vision, etc. Et c'est cet ensemble d'éléments qui ont contribué à dire, bah, écoute, Jérôme est la bonne personne et notre personne préférée pour aller prendre la direction d'Audi. Top. Et donc, Covid. Alors, Voilà. qu'est-ce que... Bon. Alors oui, Covid. Donc, bon, on est tous, on est tous pareils. Il y a le monde d'avant et le monde d'après. Voilà, hein, le Covid, ça a été un élément pour moi, évidemment, comme pour tout le monde, traumatisant, parce que imprévisible, brutal. Et c'est le moment où j'ai pris des responsabilités qui étaient des responsabilités importantes de pilotage, de management du groupe dans cette tempête. Euh, pour moi, c'est super intéressant, alors même si c'était super dur, mais ça a été très intéressant de piloter ce paquebot, ce bateau pendant le Covid, parce que ça nous a permis plusieurs choses. Déjà, de piloter euh, sans visibilité. On pouvait avoir tous les algorithmes possibles qui nous permettent de créer comment dire, des forecasts, des prévisionnels. Avec tout ce qui s'est passé, c'était impossible en fait de savoir, même à une semaine près, combien de clients allaient nous dire stop ou l'inverse. Donc ça a été un moment de pilotage vraiment dans la tourmente, plus au rétroviseur que vraiment avoir dans le pare-brise. Et donc, comment dire, ça m'a forcé à être encore plus proche, c'est assez paradoxal, mais de l'ensemble de mes managers, sachant que je ne pouvais pas les voir physiquement. Donc ça a été le premier paradoxe, c'est pas de visibilité, se rapprocher des collaborateurs sans pouvoir les voir physiquement et en étant en remote. Le deuxième élément, c'est que ça a mis en perspective en fait des inégalités. C'est-à-dire que on est dans un business où on a beaucoup de consultants qui sont des jeunes ingénieurs, jeunes diplômés, et on s'est rendu compte en fait que ben, les jeunes diplômés qui ont 25, 26, 27, 28 ans, ben, ils vivent pas dans 200 mètres carrés à Paris. Ils vivent dans des petits studios, souvent aux derniers étages, etc., etc. Donc on a vu aussi la difficulté de vie plus privé en fait des gens avec qui on travaillait. Donc moi, ça m'a marqué beaucoup. Et encore aujourd'hui, j'y pense et on regarde comment est-ce que on peut plus accompagner en fait les jeunes quand on les engage, quand on les embarque. Il y a un autre élément qui pour moi est très important pour le Covid, c'est que on s'est rendu compte que la mondialisation avait des vertus. C'est bon pour le business, ça fait plus de potentiel de marché, mais il y a des limites à la mondialisation et on s'est rendu compte que on avait perdu un peu le sens des responsabilités. C'est-à-dire que quand il a fallu avoir des masques, on s'est rendu compte qu'en fait, on ne pouvait pas en avoir. Quand il a fallu des respirateurs, on s'est rendu compte que des respirateurs, en fait, on n'en fabriquait plus en Europe. Et quand il a fallu des médicaments, on s'est rendu compte effectivement que les molécules, on ne les avait plus. Donc ça a remis aussi en cause notre façon d'internaliser ou d'externaliser un certain nombre de choses. Donc ça, c'est ce que je retiens du Covid et que en tant que leader d'entreprise, j'ai toujours en moi. Qu'est-ce qu'on outsource, qu'est-ce qu'on internalise et comment est-ce on intègre aussi la dimension humaine des gens qui rejoignent l'entreprise parce que par le remote, on est rentré chez tout le monde. On a vu l'intérieur, là, comme on le fait aujourd'hui, mais on a vu l'intérieur des appartements, des studios, et parfois dans des conditions très, très difficiles de nos collaborateurs, des gens avec qui on travaille, et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué beaucoup. D'accord, d'accord. Merci pour ton témoignage. D'après toi,
qu'est-ce qui est définitivement transformé et qu'est-ce qui est temporaire dans cette crise enfin, la crise Covid, qu'est-ce qu'elle nous a laissé? Qu'est-ce que tu penses être plutôt un phénomène de mode? Non, je pense que vraiment ce que ça a laissé de fort, je vais pas le redire, mais c'est effectivement cette prise de conscience que la mondialisation a tout craint, Mhm. que peut-être la souveraineté sur certains sujets devrait être peut-être un peu remise au goût du jour. Donc, vraiment se focuser et se poser les bonnes questions sur qu'est-ce qu'on doit avoir sous notre contrôle et sous notre maîtrise et pas. Donc ça, c'est un élément vraiment je pense, qui restera. C'est-à-dire que je pense qu'on se fera pas. Tu sais, comme on le dit, hein, on peut faire une erreur une fois, deuxième fois, c'est plus une erreur, c'est une faute. Donc, je Mhm. pense qu'on a fait une erreur, je pense on passera pas à la faute. Ça, c'est le premier élément. L'effet de mode, pour moi, ça a été ce qu'on appelait le working from home, le new normal. C'est-à-dire qu'on a pensé que avec le Covid, tout allait se faire comme avant, mais à distance. Non. Ça, c'est vraiment ce que je retiens, c'est qu'en fait, ceux qui continuent, qui auraient la mauvaise idée de continuer à faire du business, pour le dire comme ça, comme en 2020 ou en 2021, ils ne sont pas sur la bonne voie. Euh, Rien ne remplacera la relation humaine, le contact, la confiance, et elle ne se crée pas par écran interposé, elle se crée en vraiment rencontrant les gens pour de vrai, comme on dit. Ça, c'est quelque chose qui, j'en suis vraiment convaincu, et encore plus dans le monde du service, où on vend de l'intelligence humaine, on vend de l'humain à nos clients. Donc, voilà, on est un people business, et dans people Mhm. business, il y a people. Donc, le working from home 100%, moi, j'y crois pas. Je pense que c'est pas bon pour plein de raisons. Je ne suis pas un sociologue pour plein de raisons. Et d'ailleurs, je pense que les gens qui travaillent dans nos organisations souhaitent revenir, veulent revenir, venir le plus possible à nouveau au bureau, rencontrer des gens, etc. Je finirai juste par dire que la personne aujourd'hui, quand on envoie un mail à son client en disant c'est bon, j'ai fait mon boulot, non, il se trompe. C'est le début, c'est pas la fin c'est pas la fin de l'activité. Bon, super. Merci, merci pour ton témoignage. Je ne sais pas si tu veux compléter, parce que je sais que tu as ensuite suivi une formation à la London School of Economics sur la partie Leading Organizations in Digital Age ou quelque chose comme ça. Est-ce que là-dedans, et en complément peut-être avec ce que tu as déjà mentionné, il y a des choses, des apprentissages que tu aimerais partager? Euh, peut-être un ou deux. Donc, c'est effectivement la London Business School et c'est le Leading Transformation in a Digital Age, pour le dire un peu pompeusement. Moi, ce que je retiens en plus de ce que j'ai, c'est effectivement trouver le bon équilibre entre le digital et le réel. Donc là, faut vraiment se poser les bonnes questions. Les choses ont changé, mais c'est pas 0 ou 1. Donc, il faut trouver Mhm. le bon équilibre. Un autre élément qui est important, ce que j'appelle le freedom in the frame. Donc, je suis désolé pour l'anglicisme, mais c'est vraiment donner de la liberté dans un cadre. Mhm. Euh, euh, L'autonomie, la délégation, les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes quand ils sont responsables, quand ils ont le sentiment d'avoir vraiment une responsabilité. Donc, il faut leur donner cette responsabilité, il faut leur donner une liberté d'entreprendre, d'agir, même si on est sur un micro-entreprendre ou un micro-agir, en tout cas dans un cadre. Je pense que c'est très important, ça c'est ce que j'ai retenu. Et puis le dernier élément, c'est la transformation, le changement, c'est pas une option. C'est une réalité, il faut y être prêt, il faut l'embrasser, il faut l'accepter. Et ça, voilà, ça veut dire aussi que euh, avoir des certitudes, c'est pas toujours la meilleure des choses parce Mhm. que on bouge, il est agile, il se transforme et les certitudes d'aujourd'hui ne seront pas celles de demain et seront en tout cas pas les solutions pour résoudre les challenges de demain. D'accord, super, merci. Euh, il y a un truc qui m'avait traversé l'esprit quand tu parlais de ton initiative entrepreneuriale, puis la suite, c'est que tu as trois enfants et maintenant tu as même le petit Basile à gérer. Comment tu fais pour avoir une vie épanouissante? C'est quoi tes secrets? Tes secrets?
Alors, les secrets, je privilégie la qualité à la quantité. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc, être, enfin, c'est le work-life balance en fait, hein. C'est vraiment l'équilibre vie pro, vie perso. C'est moi quand je rentre chez moi, quand je rentre chez moi, mais évidemment, voilà, je passe dans un autre monde. J'ai plus mon costume et voilà, je suis avec mes amis, je suis avec ma famille, et donc voilà, je parle pas de travail à la maison, enfin, très très peu, et je suis focusé. Donc c'est vraiment privilégier, essayer de chaque seconde, chaque minute, chaque moment, et être à 100% en fait avec les gens et pas juste de passage, s'intéresser, écouter. Donc c'est comme ça que je vis ma vie, et que j'arrive à concilier les deux. D'accord. Je te challenge un peu. Tu es à fond au boulot, tu rentres et tu es à fond pour ta famille. Et quand est-ce que tu décompresses, if any? Est-ce que c'est ton moyen de de décompresser que d'être en famille ou est-ce que tu as aussi peut-être d'autres leviers qui te permettent d'être toi aussi en interne, je dirais, Le sport. le sport? Le sport. Voilà. J'ai fait beaucoup de tennis, mais j'ai arrêté parce que pour le coup, j'avais plus le temps. Je me suis mis au golf, mais je suis très mauvais parce que j'ai pas le temps de jouer au golf. Je fais pas du business sur les terrains de golf, donc ça, c'est pas ma façon de faire du business. Mais j'adore ça. Je pense que quand j'aurai plus de temps, je progresserai plus. Non, en fait, je fais ce que beaucoup de gens font, je me suis mis en fait à courir. Une paire de chaussures de running et un t-shirt, un short, et puis et je cours. Et ça, tu peux le faire n'importe où, n'importe quand. Et ça a un impact physique et mental qui me fait, en tout cas, moi, beaucoup de bien. Donc, j'essaie de courir entre 30 et 40 km par semaine. Et c'est ça Mhm. qui voilà. Et je vais faire mon premier marathon parce que je m'y suis mis sur le tard. Et ça, c'est un autre objectif, le marathon de Paris en avril prochain. Ah, bah écoute, je te souhaite bonne chance et ça me permet de faire un clin d'œil à Arnaud Maury qui a aussi commencé son expérience marathon de manière assez fun. C'est en référence à l'épisode 1. Parfait. Bah, écoute, merci. Moi j'avais quelques questions de fin pour essayer de clore. C'est un peu le rituel. Est-ce que tu as un conseil pour les gens qui débutent ou qui sont en début de carrière? Ah, un petit peu comme je l'ai dit, pas de plan de carrière. Soyez vous-même, vous êtes jeune. Comme disait Corneille, je crois, la valeur n'attend pas le nombre des années. Donc vous avez du talent, croyez en vous, pas de plan de carrière, et prenez ce qui vient. Créer ça, c'est encore une fois pour moi la meilleure des façons de faire. D'accord, merci. Un conseil pour les gens qui sont en cours de carrière ou beaucoup plus avancés potentiellement? Je pense que c'est vraiment choisir ses combats, être clair, s'éloigner des certitudes et déléguer, donner des responsabilités à son entourage. Donc ça, pour moi, c'est des éléments super importants. D'accord, ça marche. Merci. Un livre à recommander? Alors, un livre à recommander, il y en a tellement. Je vais faire de la pub pour Paul Dupuis, qui est quelqu'un avec qui j'ai travaillé, qui a écrit un livre qui s'appelle The E5 Movement, qui est une très belle histoire humaine et de leadership. Et je connais très bien Paul, et voilà, je pense que c'est un livre qui pourra inspirer les jeunes, et déjà aguerris leaders de ce monde. D'accord, merci. Tu as une citation? Alors, j'ai une citation, en fait, j'en ai deux. Alors, tu as évoqué Churchill tout à l'heure, qui est pour moi un maître. Agissez comme s'il était impossible d'échouer. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose voilà, qui me touche, en tout cas pour moi, qui me parle. Et j'ai peut-être une deuxième citation de quelqu'un qui est plus dans le business, qui s'appelle Simon Sinek. Donc, je pense que Mhm. beaucoup de gens connaissent. Qui dit que, en fait, une équipe
Hein, c'est pas un groupe de personnes qui travaillent ensemble. Hein, une équipe, c'est un groupe de personnes qui se font confiance. Et voilà, pour moi, c'est Churchill et Sinek. Avec ça, on peut vraiment exploser ses propres ambitions et être très performant. D'accord, super. Une personne qui t'inspire, alors tu vas peut-être me dire Churchill du coup, mais Churchill, ouais. ouais, d'accord, ça marche. Merci. Est-ce que tu as un dernier mot? Non, ben, merci pour l'invitation, Jafar. Alors, j'ai cru comprendre que je passais après Marwan Laoud, donc tu m'as mis un petit peu la pression. Mais en tout cas, voilà, écoute, chacun a sa vie, son parcours. Moi, j'ai essayé d'être vraiment le plus transparent et naturel possible pour te donner les éléments clés qui font que à 54 ans, je suis où je suis et je ne sais pas de quoi demain est fait. Mais voilà, c'était un vrai plaisir et merci à toi. Merci beaucoup. Merci Jérôme. Bravo, vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une note 5 étoiles ou un pouce vers le haut, à partager et à commenter. Si vous voulez d'autres contenus intéressants, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube All You Need to Lead ou mon profil LinkedIn Jafar Tabi dans lequel je partage aussi quelques idées qui pourraient vous intéresser. À bientôt.